bureau à Londres et de relocaliser l'ensemble de ses salariés dans différentes métropoles au Royaume-Uni. Donc évidemment, je prends un exemple qui m'intéresse, c'est évident que ça ne se passe pas comme ça dans tous les groupes, mais pour vous dire que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et que nous, on se positionne clairement là-dessus. On essaye de faire en sorte que le territoire d'Aix-Marseille soit visible au sein des grands groupes à Paris, dans ces mouvements de relocalisation. Et on sent bien qu'il y a des opportunités qui vont arriver et qu'on va pouvoir capter des investissements sur cette thématique-là. Donc ça, c'est le premier point. Après, deuxième point, il y a une recherche de qualité de vie aussi. Alors là, c'est pareil, on pense beaucoup à Paris, aux Franciliens, mais bon, ça peut se produire ailleurs. Mais recherche de qualité de vie de la part des cadres franciliens et de plus en plus d'entreprises qui maintenant envisagent sérieusement, et certaines le font, de se relocaliser dans des métropoles régionales. Vous verrez un article cette semaine dans Figaro Magazine où sont citées quelques entreprises qu'on a accompagnées dans cette logique-là, à l'exemple de Live Mentor, qui est cité dans l'article, qui est une start-up du numérique qui vient de relocaliser son siège à Aix-en-Provence. Donc ça, c'est possible aussi parce qu'il y a du télétravail et parce que certains salariés qui vont rester à Paris vont pouvoir se connecter avec le siège à Aix-en-Provence. Et puis de toute façon, il faudra garder des salariés, du personnel à Paris. Ça reste la capitale, la métropole mondiale, où se font beaucoup de décisions sur les cercles d'influence. Donc, ça reste important pour beaucoup d'entreprises. Mais pour autant, les entreprises sont maintenant en capacité de choisir d'autres localisations en complément de ce qu'ils font à Paris. Et donc, je pense que ça, c'est un phénomène qui s'accélère et le télétravail le rend possible. Donc, ça, c'est les premiers points sur lesquels je voulais intervenir. Après, il y a un deuxième point sur lequel on travaille avec une association nationale qui est l'association des directeurs immobiliers. Donc là, on s'est prêté un exercice de prospective avec cette association et avec Euroméditerranée, avec The Camp aussi, pour regarder un petit peu, essayer d'imaginer le futur des lieux de travail, le futur des espaces de travail. Alors, je ne voudrais pas dévoiler ce qu'on est en train de faire parce que c'est en cours. On a fait un premier séminaire à The Camp en septembre avec des directeurs immobiliers et nos partenaires. On aura une autre action là, début novembre, ce sera un webinar, un format virtuel, et une restitution qui se fera plutôt en janvier. Mais déjà, je peux vous dire que une chose qui a été dite à plusieurs reprises par tous ces directeurs immobiliers, c'est que la solution, alors je ne vous apprends rien, je pense que vous tous, vous êtes bien conscients de ça, mais c'est que la solution, c'est un mix de télétravail, mais aussi de remote office, de tiers-lieux. Alors maintenant, il faut penser ces tiers-lieux. Il faut voir si on va pouvoir être capable de faire passer l'ADN, l'identité d'entreprise, la culture d'entreprise au sein de ces tiers-lieux. Enfin, en fait, comment la culture d'entreprise va traverser l'ensemble des lieux que sont le triptyque home office, télétravail, les tiers-lieux et enfin les bureaux, parce qu'il y aura toujours des bureaux. Vous avez vu que le grand projet, le nouveau siège de Total, qui est la plus grande tour de la Défense, le projet il a bien été lancé et les salariés de la Défense vont intégrer. Par contre, ils vont repenser l'aménagement. Heureusement, ils avaient une tour qui était assez agile en termes de conception. Mais je n'étais pas au séminaire à The Camp. Parce que c'est exactement ce que j'ai raconté avant que vous arriviez. Ah, d'accord. Bon, ça tombe bien. Alors, écoutez, si on est plusieurs à porter les mêmes messages, mais voilà, c'est les premières conclusions que je peux vous donner là, à l'écoute de ces directeurs immobiliers. Donc, c'est des directeurs immobiliers de groupes du CAC 40 qui sont intervenus et c'est vrai qu'ils sont en tout cas très perturbés et qui s'interrogent beaucoup autour de ces enjeux-là. Maintenant, on a des outils à Marseille aussi sur les tiers-lieux. On a des groupes comme Babel Community, on a tout un tas d'acteurs, Tivoli, enfin tout un tas d'acteurs qui sont déjà très actifs sur ce créneau-là, qui sont actifs d'ailleurs pas que sur Aix-Marseille, qui sont actifs aussi sur d'autres métropoles. Donc je pense qu'on a un territoire bien positionné pour préparer le futur des espaces de travail. Oui, si je me permets de reformuler, donc votre question, c'est est-ce que je peux demander à mon employeur de prendre en charge une partie en fait du coût de mon loyer ou autre, du fait que j'utilise une partie de mon domicile pour télétravailler. Alors, on en a touché effectivement rapidement quelques mots tout à l'heure. Rien n'est imposé par les textes et c'est effectivement le document support lorsqu'il existe, et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la plupart des entreprises, on l'a bien dit, mais lorsque le document existe, qu'on a un accord d'entreprise ou un dispositif national qui prévoit le télétravail, c'est réglementé et il peut y avoir effectivement une prise en charge des frais qu'on appelait historiquement les frais d'atelier lorsque les travailleurs à domicile
aussi travailler effectivement avec des éléments, j'allais dire, plus physiques. Mais rien n'est imposé, encore une fois. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'employeur fait ce qu'il souhaite en accord avec son salarié en contexte ordinaire ou de manière imposée en contexte Covid. Et fiscalement, pardon. L'expert comptable Mathieu Capionneau, quand il va inscrire ça dans ses lignes, il inscrira quoi? Des frais, des charges? Il va mettre 200 euros par mois de salaire. Hein, donc, c'est-à-dire qu'après, c'est soumis à charge. Il y a deux approches. Soit on dit, je le fais prendre en charge par le salarié, par exemple, son abonnement téléphonique ou son abonnement Internet. Alors, il faut bien différencier du coup l'abonnement personnel et l'abonnement privé. Et là, ça peut passer en note de frais. En revanche, Isabelle vient de le préciser, la prise en charge du loyer, c'est une modification du contrat, ça passe par un contrat. Et donc, ça vient s'imputer sur le bulletin de salaire. C'est une information qui est donc complètement soumise à charge, qui rentre dans son imposition après personnelle, puisque du coup, c'est un revenu complémentaire qui vient en déduction d'une charge que le salarié a dans tous les cas, à savoir son loyer ou le remboursement de son crédit. D'accord, donc si j'ai 200 ou 300 euros, admettons, comme ça va passer en charge. C'est assujetti à charge ou c'est un revenu en fait? C'est un revenu, c'est considéré comme du revenu salarié, donc c'est soumis à charge. Donc effectivement, c'est l'importance du cadre de la négociation, comme le rappelle à chaque fois Isabelle, c'est est-ce que je prends en charge uniquement le delta? Par exemple, j'ai un abonnement téléphone qui me coûte 20 euros par mois, j'ai eu 7 euros de hors forfait. Est-ce que ça, c'est l'employeur qui le prend à sa charge? Et là, ça devient juste une note de frais, ce n'est pas soumis à charge. Ou est-ce que j'en fais un avantage? Donc, Isabelle l'a rappelé sur ce qu'on appelait avant donc les primes d'atelier. Et donc, le cas échéant, c'est soumis à présence sur le bulletin de salaire et donc à charge.